Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Spécialiste du web marketing pour les acteurs du tourisme, principalement des hébergeurs et des prestataires d'activités de loisirs et de culture, Fabien Broussou intervient auprès de ses clients pour la création de sites web, le référencement et le community management depuis 4 ans. Toulousain d'origine et désormais installé à Montpellier, Fabien collabore avec des professionnels partout en France avec une majorité basée en Occitanie. Dans ce nouvel épisode, Fabien nous livre 11 astuces concrètes pour référencer gratuitement votre site web d'hébergement touristique. Vous le verrez dans cet épisode, Fabien n'a pas du tout fait de rétention d'informations, bien au contraire, il nous a livré énormément d'outils, de sites, d'astuces pour lesquels vous allez pouvoir retrouver tous les liens qu'il a mentionnés dans les notes de cet épisode et également dans la version blog de cet épisode. Pour un confort d'écoute optimal, j'ai décidé de chapitrer cet épisode et de vous l'accès aux 11 astuces concrètes, en tout cas aux astuces qui vous semblent les plus pertinentes dans votre activité aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y accéder directement en sélectionnant le chapitre concerné. En attendant, je vous retrouve comme d'habitude à la fin de l'interview pour la conclusion et d'ici là, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Fabien, je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir d'inviter des collègues experts dans leur domaine et pour livrer surtout des conseils pratico-pratiques parce que c'est ce qui nous attend aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir les 11 astuces concrètes que tu vas nous livrer, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que tu entends exactement par référencer son site web gratuitement? C'est quoi le principe pour toi? Alors, le référencement, c'est un peu, tu le sais, hein, c'est le nerf de la guerre de tous les sites du monde qui veulent être en première position sur Google. Et en fait, pour expliquer vite fait le référencement avant de faire la différence entre le référencement gratuit et payant, le référencement, ça va être les techniques qui vont être mises en œuvre pour arriver dans cette fameuse première position sur Google. Et c'est super important de mettre en œuvre ces techniques pour que ton site web soit bien visible sur tous les moteurs de recherche, dont Google qui est le principal. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que quand quelqu'un il cherche des mots-clés liés à ton hébergement, par exemple, ton site il apparaisse en haut des résultats de recherche. Tu vois. Ok. Donc, il y a deux manières de faire pour être bien référencé. En gros, payer ou pas payer. Voilà, donc, payer, c'est Google Ads, typiquement. Payer, c'est Google Ads pour Okay. avoir les liens sponsors. Et pas payer, c'est faire un travail un petit peu plus fourni, un petit peu plus sur long terme. En fait, d'un côté, tu as le référencement gratuit, parce que souvent, on n'a pas de budget pour payer des pubs. Donc, il faut mettre en pratique un certain nombre de techniques pour optimiser ton site sans débourser un centime. Donc, sacré défi, tu vas me dire. Mais en fait, oui et non, parce que oui, ça prend du temps, c'est vrai, et pas mal d'énergie, parce qu'il faut être à la fois un petit peu technique et créatif. Mais tu en récoltes les fruits sur le long terme pour autant. Exactement. Ouais. Tu récoltes les fruits sur le long terme et c'est super intéressant aussi parce que ça va demander de se mettre à fond dans la peau de ton futur voyageur et ça, c'est plutôt un bon exercice. Et j'ai envie aussi de rappeler que c'est pas parce qu'on fait des Google Ads que forcément on va être en première position. Enfin, oui, dans le sens où l'annonce, elle sort, mais il faut quand même aussi rappeler que aujourd'hui, beaucoup d'internautes sont maintenant habitués des pages de ce qu'on appelle la SERP, la page de résultats des recherches, des moteurs de recherche. Donc, ils savent très bien que les premiers liens sont des liens d'annonce. Et du coup, il y a quand même ce réflexe maintenant d'aller voir souvent les résultats naturels, donc ceux qui sont en dessous. Donc, attention, payer ne veut pas forcément dire que tu auras du trafic qualifié, quoi. Je voudrais quand même qu'on rappelle ça aussi.
Après, Exactement, ça signifie pas forcément que tu auras un fort trafic et que tu seras toujours en première position c'est Google. ça. Déjà, tu n'étais pas toujours en première position. Ça, c'est effectivement, tu fais bien de le rappeler. Mais voilà, moi, je prône clairement le référencement gratuit et je suis vraiment contente que tu viennes nous donner des astuces concrètes pour travailler son site gratuitement. Et on verra qu'à chaque fois, donc, tu as prévu des exemples pour illustrer tes propos, mais qu'on évoquera à la fin. Donc, parmi les 11 astuces que tu vas nous évoquer, on verra à la fin quelles sont pour toi les 3 plus rapides à mettre en place. Voilà, parce qu'il y en a de toutes sortes dans ces 11 astuces. Et à la fin, pour les auditeurs qui le souhaitent, il y aura les 3 astuces que tu conseilles de travailler en priorité, quoi. Tout à fait. Ben, ça me permet d'enchaîner. Du coup, tu parlais du référencement payant et du fait que ça ne garantit pas forcément des résultats. Et c'est vrai que c'est une autre histoire, en fait. Là, tu vas mettre littéralement la main au portefeuille pour afficher tes annonces sur les moteurs de recherche. Tu sais, les fameux liens sponsorisés. Bien sûr. Bon, tes annonces apparaissent en haut ou en bas des résultats de recherche selon le montant que tu veux payer pour les mots-clés, selon la concurrence qu'il y a. Il n'y a pas forcément de garantie et de recette miracle. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut te donner des résultats rapides et instantanés, mais il faut être prêt à investir régulièrement, car dès que tu arrêtes de payer pour les annonces, boum, ben, les effets disparaissent directement. Et c'est un peu retour à la case départ. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en général, on ne fait pas des publicités payantes, des publicités sur une année entière. On le fait sur des Ouais. périodes, on fait des campagnes. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, si on fait ça pendant 2 mois, bah, au bout de 2 mois, d'un coup, ton trafic, ben, il revient effectivement à la case départ. Tu fais bien de le mentionner au fait. Effectivement, ce côté, ce n'est pas sur quelque chose de long terme, contrairement au référencement gratuit, comme on l'a évoqué, parmi les principaux avantages. Donc, juste pour terminer sur cette intro, Mhm. donc concrètement, toutes ces astuces que tu vas nous livrer, c'est en fait trouver des astuces pour prendre la parole ailleurs que sur son propre site, donc aller sur d'autres sites et créer des liens qui redirigent vers notre site web. Et en SEO, en référencement, ça s'appelle créer des liens entrants. C'est bien ça l'objectif, on est d'accord? C'est ça, c'est l'objectif, c'est de créer des liens entrants et d'amener plus de gens sur ton site web et Mm. de faire en sorte que ces gens-là deviennent tes futurs voyageurs et d'avoir plus Ok, de réservations sur ton site. Les liens entrants, ce n'est pas forcément le but. C'est une des méthodes de référencement. Ce n'est pas forcément le but final. Il y en a plein, il y a plein d'autres méthodes. mhm, Avoir des liens entrants fait partie de ces méthodes-là. mm. Mais c'est vrai que le but principal, c'est d'amener des gens sur son site de Par plus en différents plus, de moyens. faire un effet boule de neige et voilà, d'avoir Ok. plus de réservations en direct. Bon, eh ben écoute, je te propose qu'on y aille. C'est parti pour les 11 astuces. Et donc, comme je l'ai mentionné, pour chaque astuce, il me semble que tu as un exemple concret à nous partager. Et ça, c'est vraiment top pour vraiment que tout le monde ait compris l'astuce en question. Est-ce que je te laisse commencer avec cette première astuce? Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Oui, écoute, ben, on va essayer en tout cas de faire simple et concret. Pour moi, l'astuce principale en premier, et déjà, c'est une base que certains oublient, c'est que pour réussir ton référencement, tu dois créer un contenu de qualité sur ton site Internet. Donc, si je devais donner un nom à cette astuce, c'est créer du contenu de qualité et optimiser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut imaginer en fait que son site vitrine, c'est un site unique qui se démarque et qui laisse transparaître un peu l'atmosphère des lieux et l'identité des lieux, où les voyageurs trouvent des articles de blog qui vont les intéresser pour leur donner envie de venir à destination. Ils vont pouvoir trouver des descriptions d'hébergement attrayants, et pourquoi pas des guides touristiques détaillés, etc., etc. Par exemple, pour faire concret, pour expliquer ce que c'est que de créer du contenu de qualité, si tu possèdes un gîte dans une région de montagne, par exemple, typiquement, je ne sais pas moi, près des Alpes ou des Pyrénées, Mhm. ça peut être une super idée de créer un blog avec des articles sur les activités de randonnée, les paysages, les spécialités culinaires locales, etc. Du coup, on va prendre soin d'y intégrer des mots-clés pertinents dans les titres et dans le texte, comme par exemple gîte rural montagne ou randonnée Pyrénées, pour attirer les passionnés de nature en fait et de montagne vers le site. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément s'adresser que à la cible qui sera intéressée par le gîte, mais on va aussi cibler sur la localisation, les randonneurs qui vont se dire: ah tiens, il y a toutes ces randos, je suis sur le site d'un gîte qui est à côté, il a l'air chouette, je vais me renseigner, je vais réserver. Et potentiellement, tu peux attirer des Tout à gens fait. qui n'étaient pas forcément venus réserver et tu vas susciter chez eux cette envie-là.
Donc là, clairement, en gros, c'est effectivement quelque chose que je rappelle très, très souvent, mais je suis contente que tu commences par ce point-là. C'est effectivement le blog ou des pages statiques, bon, peu importe, mais c'est vraiment de dire communiquer sur le voyage en lui-même, sur la destination en elle-même, parce que quand quelqu'un prépare, si on reprend le parcours du client, quand quelqu'un qui prépare ses prochaines vacances, il ne cherche pas en premier lieu l'hébergement. C'est très rare, en tout cas. Exact. À moins de se dire, je veux absolument aller là parce qu'il a repéré un lieu qui tapait dans l'œil. Mais généralement, on choisit la destination et ensuite, on regarde ce qu'il y a à faire sur place et où est-ce qu'on va loger. Et donc, Exactement. effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec ce contenu-là, on va aller capter ces gens qui sont en recherche d'informations sur la destination avant tout et ce qu'il y a à faire. C'est exactement ça, tu as très bien résumé. Et puis, OK. le fait qu'ils voient des bonnes informations pertinentes qui vont leur servir sur le site d'un hébergeur va faire en sorte qu'ils vont s'intéresser justement à cet hébergement et qu'ils vont Oui, le ça fait d'une pierre considérer deux coups, comme… en fait. Là, tu leur Exactement, facilites la tâche en disant bah, tu étais à la recherche d'infos sur les randonnées dans les Pyrénées, voilà, je t'en livre. Et en fait, si ça t'intéresse et qu'en plus tu cherches un lieu pour t'accueillir, bon, bah, en fait, ne cherche plus, tu es déjà au bon endroit, quoi. c'est ça, c'est tout Mm. à fait ça. Ok, super, très clair. Et quelle est ensuite ta deuxième astuce alors? Alors, en second, j'ai mis les réseaux sociaux. Alors, bien évidemment, bon, chers hébergeurs, ça, vous n'y couperez pas les réseaux sociaux en étant actifs sur ces plateformes-là telles que Facebook, Instagram, TikTok. De plus en plus, ça va dépendre de la cible. Mhm. Ça permet d'attirer soit des visiteurs qui sont déjà venus sur le site et qui veulent en voir plus avec des photos pour s'imprégner et se rassurer, encore une fois, comme tu le disais, sur la destination et aussi maintenant avoir un peu plus de visuels sur les chambres, Mm. sur les extérieurs, etc. Soit des gens qui vont venir directement des réseaux sociaux en faisant une recherche comme sur Google, mais sur les réseaux. Oui. Donc récemment, d'ailleurs, j'ai lu une étude qui dit que, alors je crois que c'est les trois quarts, 77%, il me semble, des Français recherchent leur future destination et leur futur hébergement directement sur Insta ou sur Facebook avant de faire leur choix. Ouais, je l'ai Du lu coup, ça aussi, oui, ouais, tout tu à l'as fait. vu? Ouais. Ouais. Mm. Et du coup, ben, mon conseil, c'est vraiment de partager régulièrement du contenu attrayant avec une stratégie derrière, donc une vraie identité. Pas hésiter à parler de soi, des coulisses de l'hébergement. Pas hésiter à raconter des histoires et axer la com sur l'émotionnel et l'expérience. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors là-dessus, effectivement, évidemment, je te rejoins totalement. J'aime bien aussi cette idée de dire que les réseaux sociaux, c'est aussi une manière d'actualiser l'information qu'on veut donner autrement que par son site web, c'est-à-dire que euh, ne pas mettre toutes les actus sur son site, mais Mm. effectivement utiliser Facebook et Instagram, comme tu l'as très bien souligné, comme des albums photos, en fait, hein, tout simplement, Mhm. et actualiser, parce que c'est du temps réel la plupart du temps. C'est-à-dire que quand c'est au printemps, bon, bah voilà, tu partages des photos de ton jardin qui est en train de refleurir, etc. Mais effectivement, j'aime bien ce côté, on vient chercher de l'info actualisée, des compléments, effectivement des galeries photos complémentaires, parce qu'on ne Mhm. va pas tout mettre sur son site web à chaque fois. Donc ça, j'aime beaucoup cette vision aussi. Et tu parles d'expérience. Et ça, là-dessus, encore une fois, effectivement, l'idée sur les réseaux sociaux, ce que je déconseille souvent, c'est de ne parler que de son hébergement et de montrer que Oui, les photos de ses chambres. Il en faut. oui, Et encore une fois, il faut aussi partager sa destination, à savoir que si on va faire des randonnées, si on va se balader, si on va au resto, etc., c'est de partager ces photos-là. Tout ce que vous faites sur votre territoire, en fait, c'est l'occasion de le partager. c'est tout à fait ça. Et les réseaux sociaux, en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas un catalogue des prestations ou des hébergements. Ça ne Mm. doit pas ressembler à ça. Alors, c'est une vitrine complémentaire, comme tu le dis, au site web qui est un petit peu plus intimiste, plus visuel, qui personnifie et humanise Mm. l'hébergement. Et j'insiste surtout sur, comme tu le dis, toi, sur l'expérience. Moi, j'insiste beaucoup aussi sur l'aspect humain de là, comme vraiment Oui, ce que les voyageurs recherchent aujourd'hui, c'est vivre une expérience qui les sort de leur quotidien. Donc, le but, c'est d'axer la com sur ce que vont vivre les gens chez vous. Alors, ça peut être une reconnexion avec soi, avec la nature, un repos apaisant, une expérience, je ne sais pas moi, trépidante si vous avez un hébergement insolite, se retrouver avec sa famille, ses amis, etc. Bref, axer sur l'émotionnel, c'est pour moi le plus important, ce qui donne le plus envie aux voyageurs de venir. Avant tout à même de fait. faire une description des chambres, qui de toute façon sera déjà sur Internet, c'est bien aussi de le faire sur Insta, mais ça ne doit pas être que ça et ça doit pas être focus que sur ça. Mm.
En fait, tout simplement, on en revient à l'essence même d'un réseau social, c'est-à-dire qu'on est dans de la connexion Et dans l'échange. avec d'autres, on est dans on est dans l'échange. Et effectivement, créer du lien, c'est aussi peut-être raconter comment on a construit son gîte, comment on l'a imaginé, pourquoi on a décidé d'en faire un gîte kids-friendly, pourquoi on a décidé d'en faire un gîte dog-friendly, etc. Pourquoi? Parce que souvent, c'est que nous-mêmes, on a été confrontés à ce problème-là quand on voyageait et qu'on a décidé qu'on ne voulait pas infliger ça à nos voyageurs, etc. C'est souvent, hein, l'origine du projet, elle est souvent intéressante à partager, je trouve, un changement de vie, etc. Ou pourquoi aussi on est tombé amoureux de la destination si on n'est pas natif de sa destination. Pourquoi on a choisi cette région-là? Qu'est-ce qui nous plaît, en fait? Et là, en fait, on va partager son regard, en fait. Et c'est ce regard-là qui est unique par rapport à tous vos concurrents. C'est votre regard et votre manière de parler de cette destination-là qui plaît, en fait. C'est exactement ça, et c'est ça qui va faire transparaître l'identité des lieux à travers l'histoire de l'hébergement, l'identité de l'hôte, évidemment les photos des extérieurs des chambres, etc. Mais pas que. Donc c'est vrai que c'est super important de faire un petit peu ce package d'échanges et de connexions, comme tu dis. Et du coup, pour en revenir au référencement, ça c'est pas une technique de référencement pure, mais ça va jouer légèrement sur la position sur Google, pas beaucoup, mais ça donnera en tout cas un signal positif à Google. Et surtout, ça amènera plus de monde sur ton site. Et ça fait partie des leviers qui te font vraiment monter sur Google, ça c'est sûr. Ouais. Il faut quand même savoir que plus je parle à des hébergeurs, plus ils me disent que Instagram est devenu un canal d'acquisition très fort en réservation directe. Ça peut aller de 20% à 50% pour certains. Donc, c'est énorme, en fait, hein, finalement. C'est pour ça que certains misent tout sur Instagram. Bon, là, je dirais à tort. Je dis toujours qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Instagram ne peut pas se suffire à lui-même, mais effectivement, ne pas du tout négliger les réseaux sociaux, ça c'est une certitude, ouais, comme tu l'as dit dès le début. Du coup, la troisième astuce... Ah pardon, excuse-moi. Oui, non, pour rejoindre, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. Je connais aussi des hébergeurs qui font beaucoup, qui ont un taux de remplissage qui se fait quasiment à moitié grâce à Instagram. Et comme Instagram est très visuel, c'est vrai que ça permet de faire que les futurs voyageurs se projettent, et c'est vraiment top. Oui. Et du coup, on arrive sur une troisième astuce qui, effectivement, est clairement sous-cotée. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est vraiment sous-cotée. C'est notre ami Google My Business, autrement appelé maintenant fiche d'établissement. C'est moins sexy, mais ça s'appelle comme ça. C'est ça. Tu nous en dis plus ? C'est vrai que c'est un peu sous-coté. Pourquoi? Alors peut-être parce que les hébergeurs se disent que c'est tellement simple à faire que ça ne va pas servir à grand-chose. Et c'est vrai que c'est simple. Parce que en fait, c'est une ressource précieuse pour améliorer son référencement local, surtout. Oui. C'est-à-dire ta position sur Google affichée aux gens qui sont près de chez toi ou qui cherchent des hébergements dans un lieu précis. Donc, on doit vraiment s'assurer d'avoir une fiche bien remplie avec toutes les informations importantes sur l'hébergement. Donc, c'est les basiques, tels que l'adresse, les horaires d'ouverture, numéro de téléphone, etc. Des photos. Exactement. Et ne pas oublier, super important et facile à faire aussi, il faut juste y penser, c'est d'ajouter des posts d'actualité sur la fiche d'établissement. Alors ça, c'est pas connu et pourtant, ça ramène beaucoup de trafic. Ça se fait en 3 secondes en fait. Imaginons que tu as un nouvel article de blog sur ton site d'hébergement. Il suffit ensuite d'aller sur la fiche d'établissement Google. Tu mets ton image, le titre et le lien vers ton dernier article de blog, publié, et boum, ça fait un contenu en plus bien mis en avant sur la fiche d'établissement qui se mettra en dessous des informations principales. Et ça amènera des gens à cliquer sur ton site. Donc, ça, c'est une super astuce parce que tu es allé plus loin que ce que je conseille d'habitude. Ouais. Effectivement, je dis toujours de créer sa fiche Google. Concrètement, on est d'accord, c'est une fiche Google de présentation où on met effectivement toutes ses coordonnées, ses horaires, etc. C'est vrai que j'avais omis parce que à l'époque, tu te souviens des comptes Google+. Oui. Quand Google le fameux réseau social de Google qui a duré 2 ans, qui a floppé, malheureusement. Et feu Google+. Mais en gros, là, ça revient un peu. Mais par contre, c'est vrai que je n'avais pas pensé à évoquer le fait que tu peux effectivement poster, en fait, c'est comme des posts, ces liens, et qui du coup amènent de l'actualité, des contenus actualisés. Et évidemment, comme pour tout,
Google aime qu'on utilise toutes les C'est fonctionnalités utile. Google. Donc, plus vous Exactement. utilisez des fonctionnalités Google, plus il aime ça et donc plus il vous donne des bons points, quoi. Voilà et puis ça rajoute des infos en plus sur la fiche d'établissement. Ça rajoute, 1 ou 2 images avec les derniers articles, donc c'est un peu plus attrayant et ça donne envie vraiment de cliquer comme s'il y avait, Et puis, ça les rassure dernières actus. parce qu'en fait, quand Exactement. tu tombes sur une fiche Google où tu as l'impression que tu te demandes si l'établissement est vraiment ouvert parce que tu as l'impression qu'il ne s'est rien Oui, passé depuis 2015, oui, oui. du coup, tu te poses des questions, en fait. Et là, devant une actu qui date d'il y a un mois, tu te dis, Mmh. bon, bah, ok, c'est toujours en activité, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'arrive, en fait, de me dire, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est fermé, alors que, Parce que l'article de blog, le dernier qui est, sur le site, date par de exemple, 2019 et oui. ouais, Ouais, ouais. tu te demandes si l'activité, elle est toujours, si Mmh. elle est toujours en exploitation, en fait. Et juste pour terminer, sur cette Google My Business, bien évidemment, c'est là où on retrouve les avis. Oui, les avis super importants, évidemment, les gens se basent beaucoup sur ça et même nous tous, hein, on le sait, Bien sûr. ce qu'on va regarder sur les établissements ou même dans la vie en général pour aller au restaurant et cetera. Et bien, on va regarder les avis, ça fait quasiment 50 du choix. Ouais. Donc c'est vrai que, ces avis-là sont très importants. Ne pas hésiter, à les demander et à demander de les écrire à ces voyageurs, sur Google en priorité. Ça peut être sur Facebook aussi, mais sur Oui. Google, ça va être le plus important pour le référencement. Oui. Et c'est vrai que quand on a des bons avis avec un grand nombre de commentaires positifs, c'est comme sur Airbnb, sauf que Google s'améliore en plus le Le référencement du référencement, site. bien Ouais. sûr. Et juste pour que ce soit clair pour tout le monde, pourquoi on parle de référencement local, c'est que par exemple, quand effectivement tu disais, imagine, je dois voyager, je pense par exemple au voyage d'affaires, si je Mhm. dois voyager près d'un centre de congrès parce que je vais être exposant par exemple au centre de congrès, je vais sur Google Maps, par exemple, typiquement, je tape l'adresse du centre de congrès ou le nom du centre de congrès et je regarde du coup les hébergements qui sont autour. Parce que si je suis exposant, j'ai pas envie de prendre ma bagnole, j'ai envie d'être à 5 minutes à pied, le plus proche possible en tout cas de ce centre de congrès. Et c'est là où, justement, en termes de localisation, c'est là où on voit le pointeur, en fait, l'icône de l'hébergement autour à son adresse exacte. Et c'est comme ça qu'on repère qui sont les hébergeurs à proximité d'un lieu ou de la Tour Eiffel, par exemple, ou n'importe quoi. En fait, c'est aussi ça, pour ça qu'on parle de référencement local. C'est que c'est vraiment localisé géographiquement, quoi. C'est ça. Mm. Ok. Ta quatrième astuce? Alors, la quatrième, ça va paraître un petit peu plus technique, mais au final, pas tant que ça, c'est d'essayer d'avoir des backlinks de qualité. Alors, backlink, tu en parlais tout à l'heure. Si je dis backlink, en général, on me regarde d'un air un petit peu bizarre. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que c'est un backlink. C'est hyper simple. C'est un lien entrant, c'est-à-dire un lien web qui pointe depuis un autre site Internet vers le sien. Donc, les backlinks de qualité, c'est comme des routes qui vont mener directement à votre site. Donc, il y a vraiment un double intérêt à avoir des bons backlinks et nombreux. C'est d'amener déjà de nouveaux visiteurs vers son site et aussi d'améliorer le référencement naturel, c'est-à-dire le référencement non payant, celui dont on parle depuis le départ. Donc, pour avoir plus de backlinks, il n'y a pas de recette miracle. Il faut collaborer avec d'autres sites. Donc, ça peut être des blogs de voyage, des annuaires touristiques, des sites web de partenaires locaux, Des offices de euh, tourisme. office de tourisme, très important, pour obtenir des liens qui vont renforcer sa crédibilité aux yeux des moteurs de recherche et donc de Google. Et là, il va se dire, notre cher Google, tiens, il y a des sites plutôt sympas qui pointent vers cet hébergement. Ça veut dire qu'il a une bonne popularité ou qu'il est digne de confiance. Je vais donc le faire grimper dans mes résultats. Exactement. Donc, C'est concrètement, très oui. important ce que tu viens de dire. C'est que plus vous choisissez des sites qui sont déjà bien référencés, comme des annuaires Mhm. des offices de tourisme ou des réseaux, par exemple, si tu es Gîte de France, d'être sur d'avoir ta fiche sur le site de Gîte de France, c'est que plus vous êtes sur des sites qui eux-mêmes sont déjà bien référencés, plus Google va se dire, OK, j'ai confiance dans ce lien-là. Exactement. C'est là qu'on parle d'autorité en fait et de crédibilité, oui, tout à fait. Oui, d'autorité. Et à contrario, si on a des backlinks sur des sites de très mauvaise qualité, ça va faire l'effet contraire. Donc, Et oui, pas forcément, c'est pas forcément nécessaire d'avoir 1000 backlinks sur n'importe quel site avec des annuaires un peu mm, lambda qui sont fourre-tout, etc. Ça, je le déconseille. oui, Il faut vraiment bien choisir ces sites et, comme tu le dis, des sites de référence et, qui sont de qualité auprès du monde de l'hébergement. Donc, exactement. concrètement, par exemple, si on a une maison d'hôtes,
qui proposent, par exemple, des massages ou des séances de yoga ou de bien-être, ça se fait beaucoup. Ça pourrait être intéressant de collaborer avec un blogueur lifestyle ou peut-être orienté mieux-être pour qu'il rédige un article sur ces thèmes et mentionne son établissement comme une destination pour les amateurs de bien-être. Ou Exactement. alors, on peut faire pareil sur Instagram en l'invitant à suivre une séance chez soi ou en lui offrant une nuit en échange de visibilité. Tout est possible, ça peut faire monter en visibilité. Si on choisit quelqu'un, donc on appelle ça les influenceurs maintenant, je vais pas apprendre ce que c'est. Si on le choisit bien avec quelqu'un qui a un public fidèle et qui n'est pas un Il y a déjà son porte-publicité. audience et qui est effectivement qui est Voilà, connu, exactement. exactement. Tu fais bien de préciser qu'effectivement, un exemple de lien entrant qu'on connaît et qui, encore une fois, je trouve, n'est pas encore assez exploité, mais je suis en train de remédier là-dessus parce que je suis en train de créer le premier annuaire des influenceurs voyage et lifestyle, justement. Parfait, parfait. Donc, c'est bien, tu me fais ma petite promo. Du coup, effectivement, c'est un exemple typique de lien qui fait autorité pour Oui. Google et qui, du coup, même pour sa propre audience, hein, Oui. l'audience de cet influenceur a confiance dans cet influenceur qui le suit depuis un moment et Exactement. du coup va pas hésiter en fait à cliquer sur le lien. Ok, c'est Tu as très tout clair. dit. Un cinquième point qui est effectivement un point qui me concerne également à titre personnel, c'est l'optimisation des images de son site web. Ouais, Pourquoi c'est alors ça, important? c'est un truc que je vois sur 90% des Et ouais. sites de mes clients. Et là, c'est normal, hein, je le comprends parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'en occuper ou alors on n'en a pas conscience tout simplement. Très souvent, les images ou les vidéos qu'on met sur son site sont très lourdes en espace de stockage. Et donc, ça va poser problème pour le temps d'affichage. Souvent aussi, elles ne sont pas forcément bien redimensionnées. Et ça va aussi pénaliser la vitesse de chargement du site et donc le référencement. Il faut bien comprendre que des images de qualité, alors bien sûr, c'est un atout majeur pour attirer les visiteurs sur son site, mais des images de qualité, tout le monde sait ce que c'est, mais pour Google, une image de qualité, ce n'est pas pareil que pour nous. Lui, c'est un robot. Alors certes, il est super développé, mais il ne va pas regarder si l'image est bien cadrée ou si elle est jolie. Pour Google, il va falloir s'assurer que l'image soit nommée correctement. Donc, quand on donne un nom de fichier à l'image, il faut que ça soit adapté à ce que l'image décrit et à la page dans laquelle on va la mettre. Grosso modo, il faut qu'il y ait le mot-clé de la page, hein, le Voilà, mot-clé c'est ça. principal. C'est ça. Et il faut ajouter aussi une balise qu'on appelle la balise alt. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu plus technique et ça sert à faciliter l'indexation par les moteurs de recherche. La balise alt, en gros, c'est le La texte qui description de apparaît quand on l'image. laisse la souris sur une image. Donc, à la base, ça a été créé pour les personnes malvoyantes, mais c'est aussi un outil de référencement conséquent qui permet de décrire à Google le contenu de l'image, en fait, et donc de l'associer avec le thème de la page et lui faire comprendre la structure de son site. Donc, au mieux, Google comprendra la structure de son site, au plus il est content, et là, on pourra monter dans les résultats de recherche. Donc, C'est quoi en une gros, image qui, en termes de poids, typiquement, le poids idéal d'une image, qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser, par exemple? Ah ouais, il y a un maximum à ne pas dépasser idéalement, c'est 300 kilooctets. Ok, ouais. Donc, c'est assez faible, hein, donc parfois, il faut compresser l'image. Il y a des sites qui sont très utiles, qui sont gratuits pour ça. On peut utiliser des outils en ligne comme TinyPNG, par exemple, ou Oui, I Love IMG, que j'aime beaucoup. ok. J'ai fait un post Instagram. Je mettrai Ouais, les liens que tu as cités, ouais. d'accord. J'ai fait un post Instagram à ce sujet qui explique Oui, comment compresser les images sans perdre en qualité. exactement, Donc, j'ai adoré celui-là. ouais, ben, je vous invite à aller le voir si jamais. C'est vraiment très simple, ça se fait assez rapidement, ça se fait en ligne, ça peut se faire on peut faire plusieurs images en même temps. Donc vraiment, en compressant les images et en les réadaptant pour un site internet, vraiment, ça va énormément améliorer le temps d'affichage et ça va énormément améliorer le référencement. C'est un des leviers les plus faciles à mettre en œuvre et les plus rapides et les plus importants. Sur cette astuce-là, j'aurais 2 conseils à donner. C'est un, tester la vitesse de chargement de votre page, juste pour voir, en fait. Et, vous allez voir si vous êtes bon élève ou mauvais élève. Ça va vite vous calmer ou pas. Et effectivement, testez déjà le chargement de votre page. Il y a des sites pour ça. Je vous mettrai toujours aussi des liens pour tester le temps de chargement de vos pages. Et du coup, effectivement, commencez à prendre l'habitude, à chaque fois que vous allez télécharger de nouvelles images pour alimenter votre site web, pensez à les optimiser avant
de les télécharger pour qu'elles soient déjà un poids, comme tu disais, qui ne dépasse pas 300 kilos. Voilà. Le Kilooctets. poids et les renommer aussi. Et les C'est vrai renommer, qu'on n'y bien pense pas entendu. tout le Ouais. temps quand on les télécharge. Souvent, il y a des noms en rallonge. Hop, on les renomme, Ou on alors, les il y a le compresse. IMG 7195, tu sais. C'est ça. Ça, je le vois très souvent et c'est vrai que c'est dommage parce que typiquement, quelqu'un qui va qui est allé sur votre site, qui se dit tiens, je vais télécharger l'image sur mon ordi, Ouais, comme ça, je me le garde. En fait, ce serait dommage qu'il revienne sur l'image et qu'il n'y ait ni le nom de l'hébergement, ni les infos, en exactement. fait. C'est C'est ça. Et puis dommage. même pour Google Images, ça sert aussi. Il y a des gens qui recherchent des choses sur Par Google image. Images. On le fait tous et donc ça peut aussi servir pour ça. Exactement. Très bien. Et du coup, en fait, j'ai fait la transition sur le point 6 parce qu'on a parlé de vitesse de chargement du site. Oui, la vitesse de chargement du site, ça rejoint un petit peu effectivement la taille des images parce que la taille des images va impliquer une vitesse de chargement plus rapide. Donc ça, c'est super important pour l'expérience des internautes et aussi pour le référencement. Il faut savoir que la moitié des internautes partent d'un site web qui ne se charge pas en moins de 3 secondes. C'est-à-dire, si le site web se charge en plus de 3 secondes, la moitié des gens, ils zappent. On est des zappeurs fous vraiment sur Internet, on ne s'en Oui. rend pas trop compte nous-mêmes, mais ça, Google, il le sait. Donc, pour remédier à ça, comme tu l'as dit, il faut vérifier la vitesse de son site avec un site en ligne comme Google PageSpeed, par exemple, ou GTmetrix, qui sont totalement gratuits et très simples pour identifier les problèmes de performance. Et du coup, c'est super important. Et si, par exemple, ton site est sous WordPress, moi, j'utilise très souvent un outil. Bon, celui-là est payant, mais c'est un abonnement qui est vraiment pas cher. On est sur une cinquantaine d'euros par an, qui s'appelle WP Rocket. Et ça sert à améliorer la vitesse de chargement du site, entre autres techniques. Donc voilà, en gros, pour les outils, c'est très important. La vitesse de chargement du site, c'est un des facteurs clés qui donne un bon ou un mauvais signal à la fois à Google et donc au référencement et aussi aux gens qui visitent le site. Ouais, donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un site qui est trop lourd à charger, qui met plus de 3 secondes, en fait, tu as perdu La moitié de tes prospects. voilà, un coup sur deux, la personne est déjà partie de ton site avant Oui. même que le site ait envoyé de l'info, quoi. Et D'accord. si en plus le site, mais ça on en parlera peut-être plus tard, le site n'est pas optimisé trop pour les smartphones, là tu perds encore une autre Ah oui, moitié. en plus, Donc ouais. ça fait beaucoup. Mais ça, Juste avec. je suis même plus sûre que je ne vois plus de sites, et heureusement, qui ne soient plus optimisés, parce que la Il n'y en a plus plupart de beaucoup. Ouais. tous les channel managers, Mm. WordPress, etc., sont automatiquement maintenant, Oui. c'est devenu natif, en fait, hein, c'est Mm, devenu, c'est même plus une option, en fait, c'est devenu de mm. base d'être en responsive design, donc adapté pour les C'est mobiles. ça. Je crois plus en avoir vraiment vu, mais tu as raison de le rappeler. Ça m'arrive encore d'en voir un ou deux qui traînent et c'est vrai que bon, c'est un petit peu dommage et c'est assez facile à résoudre. Donc voilà, bien penser à tout ça. Ouais, très bien. Quelle est ensuite ta 7e astuce? Alors, ma 7e astuce, c'est de créer une newsletter. Donc si tu proposes une newsletter sur ton site où les visiteurs peuvent s'abonner pour recevoir par exemple des offres spéciales, des actualités touristiques locales, des conseils de voyage ou des actus sur ton hébergement tout simplement. Mhm. Ça peut les faire revenir sur ton site, ça va les faire revenir sur ton site et ça va créer un sentiment surtout de proximité avec tes lieux et une confiance qui leur donnera envie de venir ou de revenir plus facilement. Ça augmentera aussi le nombre de visiteurs sur le site et donc le classement sur Google. Ce Mhm. n'est pas vraiment une technique pure de référencement, mais ça ne peut que jouer favorablement, en tout cas, sur le trafic du site. Donc, c'est une bonne idée. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que c'est vrai qu'écrire une newsletter, ça demande du temps et les hébergeurs aiment se consacrer à leur cœur de métier. Ils ont bien raison. Et c'est vrai que ça peut être chronophage, mais de temps en temps, même si on en fait une par trimestre de newsletter, ça peut créer du lien. Ouais. Et d'ailleurs, sur ce point, j'avais organisé un café live spécialement dédié sur la création de newsletters où justement, je rassurais les hébergeurs qui nous écoutent en disant, tu peux aussi opter entre soit le blog ou soit la newsletter aussi. C'est-à-dire que tu peux très bien voilà, mettre, par exemple, tes conseils de rando et tes conseils de resto dans ta newsletter et quelque part, ça donne de l'info exclusive à tes abonnés qui, effectivement, vont avoir de l'info qui n'apparaît pas ailleurs sur le site. C'est aussi une astuce. Et c'est aussi ce qui permet, de coup, de collecter des abonnés, quoi.
de convaincre des personnes à s'abonner à la newsletter. Mais effectivement, tu as raison, ce n'est pas une astuce en soi de référencement dans le sens où ce n'est pas quelque chose que tu fais sur ton site internet, c'est quelque chose que tu fais en général avec un outil annexe, hein, un système, une solution d'emailing. Mais comme tu crées des contenus sur ta newsletter qui envoient vers des liens vers ton site, ça génère du trafic. C'est pour ça que tu l'as mis dans ta liste, c'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord, ok. Alors, la 8e astuce, là, tu vas nous parler des mots-clés de longue traîne. C'est un sujet qui parfois fait peur parce que c'est pas très clair, alors qu'en fait, c'est très simple. Mais justement, je compte sur toi pour peut-être trouver d'autres mots que ceux que j'ai l'habitude d'expliquer, d'utiliser pour expliquer Oui, le nom fait un peu peur, c'est vrai que... Mm. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait? Comment on utilise des mots-clés de longue traîne et pourquoi utiliser des mots-clés de longue traîne aussi? Alors, en fait, les mots-clés de longue traîne, ça va être les mots-clés qu'on met dans nos textes sur le site web ou dans nos titres. En plus des mots-clés principaux qu'on a évoqués dans la création de contenu au tout début, en fait, il faut veiller à bien cibler des expressions qui sont plus spécifiques à ton hébergement ou à ta région, surtout, si tu as beaucoup de concurrence autour de toi. Donc, un mot-clé de longue traîne, ça va être une série de mots-clés, une expression, une phrase entière parfois, ou une question, et pas juste un mot-clé, par exemple, hébergement Paris. Ça va être quelque chose de beaucoup plus spécifique. Et au mieux, on sera positionné sur ces mots-clés de longue traîne, au mieux, on sera bien sur Google et ça permettra aussi d'être sur des secteurs moins concurrentiels. Par exemple, si ton gîte est situé près d'un parc national réputé, on peut utiliser des mots-clés de longue traîne comme, par exemple, gîte parc national des Cévennes ou voir où dormir à côté du parc national des Cévennes. Donc, ça peut être sous forme de questions, ça peut être sous forme de longues phrases. C'est beaucoup plus spécifique et ça permet d'attirer des cibles qui posent des questions, qui font des recherches plus poussées. Pour les outils à utiliser, moi, je conseille souvent, pour trouver des mots-clés de longue traîne pertinents, d'utiliser l'outil de recherche de mots-clés de Google Ads. Alors, pour ça, il faut créer un compte Google Ads. Google Ads, c'est les publicités payantes, du coup, sur Google. Mais la création du compte sur Google Ads Et est gratuite. gratuite. Et là, voilà. Et là, j'ai fait un réel d'1 minute sur mon compte Insta qui explique comment faire. C'est assez simple. Mais sinon, on peut aussi très bien aller sur Google, tout simplement, et commencer à taper une expression que pourrait taper le Et voyageur. là, on va voir ce que Et on Google nous voit ce que suggère. Google affiche par la suite. Mm. Et ça peut donner des idées de mots-clés de longue traîne tout à fait simplement et de façon pertinente, puisqu'on est déjà sur l'outil, on est sur Google, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on est sur Google et qu'on commence à taper effectivement une requête, hein, une demande, on voit les suggestions en fait, de questions, celles qui sont le plus Exactement. souvent tapées, et du coup, bah, ça nous donne en fait un indicateur sur le sujet, quoi. Et du coup, Et ça oui. induit véritablement la nécessité de bien connaître, en tout cas, de bien connaître sa cible, mais c'est surtout de choisir en fait une cible, d'avoir une cible principale. Parce que, effectivement, si tu t'adresses si ton gîte est adapté à des randonneurs, comme tu disais par exemple, ça va être des amoureux de nature et donc le parc national, le parc régional va les intéresser. Faut vraiment, effectivement, se dire, bah, tiens, quelles sont les attractions touristiques autour de mon hébergement qui correspondent à ma cible? Exactement, c'est aussi une façon de mieux connaître sa cible. En général, les hébergeurs la connaissent très bien et c'est une façon surtout de bien la cibler et de s'adresser à ces potentiels voyageurs directement et du coup de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on va insérer ces questions et ces mots-clés de longue traîne dans un blog ou dans un titre et une fois que la personne tapera ce genre de requête sur Google, elle tombera ou elle aura plus de chances en tout cas de tomber sur le site de son hébergement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à mettre en place. Il y a une petite réflexion à faire derrière, mais au final, ça en vaut vraiment le coup. Et tu vois, je vais insister une dernière fois sur ça, dans le sens où il y a de plus en plus d'hébergeurs qui veulent donc travailler à l'année et donc attirer du monde en période de basse saison. Je pense notamment à ceux qui veulent attirer des commerciaux, des gens qui font du tourisme d'affaires, en fait, du voyage d'affaires. L'entreprise. Voilà, des personnes qui voyagent dans le cadre de leur fonction et qui, du coup, vont pas être à la recherche d'une attraction touristique, mais vont être
à la recherche en fait, d'un établissement, d'un hébergement qui est proche de leur centre de Mhm. formation ou du centre de congrès, comme je disais tout à l'heure comme exemple. Et là, ça peut être justement exposé proche de, enfin voilà, ou dormir proche du centre de congrès, etc. Mhm. Ça, c'est un exemple de mot-clé long train parce que quelqu'un qui va préparer son séjour dans le cadre d'un salon, d'une foire ou d'une Mhm. formation va chercher ce type de mots-clés-là et effectivement ne va pas être à la recherche typiquement d'un parc régional à ce moment-là. Donc, il faut aussi jouer sur, ça peut être très intéressant de jouer sur ces mots-clés-là quand on veut, par exemple, remplir ses réservations sur une période, par exemple, de janvier à avril, où en général c'est plutôt calme, alors qu'en fait, c'est là où il peut y avoir beaucoup de déplacements professionnels. Tout à fait. Et puis les résultats peuvent être vraiment très intéressants parce qu'on va se positionner sur des requêtes et des mots-clés où d'autres ne vont pas forcément se Exactement. positionner. Donc, plus on spécifie un mot-clé de longue traîne qui soit détaillé, au moins on a de concurrence dessus et au plus on a de chances de toucher les visiteurs et d'avoir un bon affichage sur Google. Donc, c'est vraiment très pertinent. Mm. La 9e astuce, on en a déjà évoqué, mais tu veux peut-être en remettre une couche, c'est l'optimisation du site pour mobile. Oui, on en parlait tout à l'heure. Bon, maintenant, tout le monde utilise son smartphone pour rechercher des hébergements et des informations touristiques. Donc, c'est vrai que c'est important que le site soit optimisé pour les appareils mobiles. Donc, pour ça, il faut s'assurer que la navigation soit fluide et que toutes les informations importantes sont facilement accessibles sur les petits écrans. Alors, tu le disais, souvent, c'est natif dans les sites qu'on crée avec les channel managers ou avec d'autres CMS. Mais je continue à voir certaines erreurs parfois. Alors, l'erreur qu'on voit souvent, c'est que sur smartphone, par exemple, on va garder des images et des textes qui s'affichent En trop grand. grands, qui s'affichent comme sur PC. Et même si parfois le responsive, c'est-à-dire le fait que l'affichage s'adapte sur PC, sur smartphone automatiquement et géré automatiquement, parfois, ce n'est pas forcément optimisé au maximum. Donc, ça rend des choses un petit peu impropres. Et C'est c'est vrai qu'on vraiment le voit. dommage. C'est vrai qu'on le voit sur Oui, les titres et les images, tu as ça, raison. Mm. ouais, ça te parle, ça. Souvent, Mm. tu as des titres qui vont prendre quasiment la moitié du smartphone, alors que ça n'a pas lieu d'être, et c'est un petit peu dommage pour le visuel. Souvent, la moitié des visiteurs, comme je te le disais au début, ils vont partir à cause de ça. Parce que la moitié des gens qui vont sur Internet, maintenant, c'est via smartphone. On est sur du Typiquement, 50-50, si on est je même suis un sur peu plus. Instagram et que j'ai cliqué sur ton lien dans Eh ta oui, bio, on reste je sur le reste sur smartphone. Instagram, ça m'ouvre ton site internet, donc toujours sur mon smartphone, et donc là, je Eh suis oui, censée le voir en format mobile, effectivement. exactement. Et Exactement. c'est tout simple, hein, il suffit de prendre votre écran, votre fenêtre de navigateur, vous la réduisez au maximum Oui, format vertical, et vous voyez à quoi il ressemble votre site, hein, tout simplement. Hein. oui. Oui, alors ça va peut-être pas toujours s'afficher exactement comme sur un Mm. smartphone. Alors c'est vrai que c'est une super astuce qui marche dans 95% des cas. Alors ça dépend du navigateur qu'on utilise. Il y a aussi des petites extensions qu'on peut ajouter, par exemple sur Google Chrome, qui simulent un affichage sur smartphone. Oui, Mais le mieux, c'est carrément de prendre son et de le smartphone et tester, d'aller oui, sur tout son à site. fait, Voilà, tout c'est vraiment simplement. le plus simple, C'est tout vrai, simplement. très bien. Donc voilà, bon, moi quand je crée un site web pour mes clients, j'ai toujours l'habitude de leur dire qu'en fait, je ne crée pas un site, j'en crée deux, voire trois, un pour l'affichage sur PC, un pour l'affichage sur smartphone Et un et pour un les pour les tablettes, affichages intermédiaires. Parce que même si tout est un peu automatisé, il y a toujours des retouches à faire, toujours. c'est vrai. Et pour embellir un petit peu tout ça. Donc ça fera plaisir à Google et surtout à vos voyageurs Un exemple tout simple, hein, d'avoir. c'est que l'affichage mobile va peut-être parfois pas correspondre à l'ordre d'affichage que vous aimeriez. Parfois, en Mhm. fait, la version mobile, il y a des blocs qui vont se mettre au-dessus d'autres et c'est pas ce que vous Oui, auriez aimé, comme les boutons d'appel à l'action. Parfois, on aimerait les voir oui, plus haut. Donc, en fait, optimiser son site, c'est aussi reprendre tous ces blocs et se dire, dans la version mobile, je veux que celui-là apparaisse avant celui-ci, etc. mhm. Ça aussi, on n'y pense C'est pas vrai. assez de personnaliser, en fait, oui, d'adapter l'ordre d'affichage des contenus pour le mobile. Exactement, donc c'est des petites retouches à faire, même si c'est déjà automatisé, il y a Oui, toujours des petites retouches à faire qui vont vraiment faire la différence en termes de qualité, de visuel et d'ergonomie pour les utilisateurs smartphone. Et c'est vraiment très important. Et je conseille toujours de visualiser son site sur smartphone, voir comment ça donne et voir les petits changements qu'on pourra apporter. ok, très bien. On va bientôt arriver sur la fin. Donc, quelle est ta 10e astuce pour référencer son site gratuitement?
La 10e astuce, alors ça, c'est un super truc qui est spécifique aux hébergeurs, aux produits tourisme en général, bien sûr, mais aussi aux agences de voyage, aux travel planners, à l'hôtellerie, etc. C'est de proposer des guides de voyage détaillés sur la région ou les activités touristiques à proximité. Alors ça, c'est vraiment top parce que ça peut attirer du monde sur son site et surtout, ça imprime son image de marque, entre guillemets, en quelque sorte, dans l'esprit des voyageurs. Donc, les voyageurs en quête d'informations trouveront le site de l'hébergeur comme une ressource fiable et complète pour préparer leur séjour. Et ils vont peut-être considérer la location des hébergements comme une option possible parce que on va aussi parler un petit peu de son hébergement dans le guide, par exemple, dans les 2 dernières pages ou autre. Donc, par exemple, si on gère un gîte dans une ville historique, créer un guide complet sur les principaux sites touristiques à visiter, les meilleurs restaurants locaux, les événements culturels à ne pas manquer dans l'année, et même des conseils sur les meilleurs itinéraires pour visiter la ville en fonction du temps dont on dispose, Mm. etc. Là, les gens vont le télécharger, vont potentiellement, en plus, si on le désire, s'inscrire à la newsletter. Ça va créer une liste de potentiels voyageurs qui vont ensuite venir chez soi. Et voilà. On est un peu moins dans le référencement pur aussi là. Ça fait partie des 2-3 techniques que je donne en plus, on va dire, du référencement. Mais ça permet vraiment de se placer en expert d'une région en tout cas et D'accord, d'augmenter son trafic et ses réservations. donc là, en fait, toi, tu parles d'un guide de voyage à télécharger, pas des pages C'est statiques, ça. pas un guide de voyage qu'on Ah, retrouve sur le site. c'est la même, c'est la même chose. Les deux sont très bien. On peut le proposer en téléchargement. Souvent, ça, on le fait Pour pour avoir faciliter. des adresses email, pour Oui, ajouter des gens à sa newsletter. Mais si, c'est le guide sur des pages statiques, c'est très, très bien aussi. oui. Effectivement, ça rajoute du contenu de grande qualité et surtout qu'il ne soit pas du simple copier-coller, ce qu'il ne faut jamais faire, bien sûr, mais là, qu'il soit vraiment unique. Et non, c'est très bien aussi de le mettre en page de son site, en rubrique, d'en consacrer même une rubrique s'il Guide le de faut. voilà, guide touristique, Tout à quoi. fait, Ouais, tout d'accord. à fait. Ok, parce que j'étais pas sûre d'avoir bien compris ce point-là. Ok, donc ça peut être les deux, c'est-à-dire que pourquoi pas aussi de dire, bah, j'ai créé un dossier thématique guide de Mhm. voyage, voyage, enfin visiter cette région en 2 jours, en 5 jours. D'ailleurs, ce que tu Mhm. dis, c'est sympa parce que c'est bien de proposer aussi parfois des guides de voyage en fonction de la durée du voyage. Oui, Donc le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, 4 jours ou un court séjour. Et aussi parfois en fonction de est-ce qu'on est une famille, est-ce qu'on est en couple, etc. oui. Du coup, ça fait autant de guides de voyage un peu adaptés. Mais ça peut être Mhm. sympa, effectivement, de dire, bah voilà, là, j'ai créé un dossier, ça fait plusieurs pages, etc. Si vous voulez le garder avec vous, l'imprimer, etc., vous pouvez le télécharger et là, tu mets un Oui. formulaire et là, tu as collecté l'adresse email. Oui, on peut aussi imaginer de faire un mix des deux, de Mm. faire le condensé du guide sur une page statique et de proposer ensuite, pour ceux qui veulent aller plus Le loin, complet, un lien pour vers le la version télécharger. complète. Exactement. D'accord, Mhm. très bien. Et on arrive à la 11e et dernière astuce que tu as à nous proposer pour référencer son site gratuitement. Alors, la dernière astuce qui permet d'avoir ces fameux backlinks dont on parlait tout à l'heure, donc les liens entrants, je rappelle. Alors, c'est à utiliser avec parcimonie pour pas trop passer pour quelqu'un qui force les gens. C'est l'utilisation des forums de voyage. Donc ça, c'est un excellent moyen d'attirer des visiteurs super qualifiés. Donc en gros, on va participer aux discussions, par exemple, sur une région, sur le tourisme de rando, sur un événement qui se passe à côté de son hébergement, etc., sur un forum et on va apporter des réponses utiles en créant le dialogue avec la personne qui pose les questions. On peut partager des informations sur son hébergement ou donner l'adresse de son site ensuite dans le fil de la discussion si c'est pertinent, mais sans l'amener de manière à faire de la publicité Mm. commerciale pure et dure. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Ce n'est pas évident et ça peut prendre du temps. Par contre, si c'est bien fait, ça peut rajouter des liens entrant vers son site et ça peut donner des bonnes indications à des gens qui demandent des choses en lien avec la région de l'hébergement ou les événements à côté, etc. Donc, ça peut être vraiment utile. Ouais, alors juste, je vais quand même remettre un peu le point d'alerte, le point de vigilance. Et effectivement, tu l'as souligné. Attention, là, c'est d'apporter une information qui complète ou Oui, qui est utile. C'est très important ce point-là. Tu n'es pas là pour voilà. dire, tiens, je te propose Viens chez de venir moi. voilà, Mm. viens te loger chez moi. C'est plutôt de dire, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de poser une question sur est-ce que vous connaissez les heures d'ouverture de tel site touristique?
au lieu de simplement dire viens dormir chez moi qui ne répond absolument pas à la question, tu peux très bien dire oui, effectivement, d'ailleurs, j'en parle dans mon guide de voyage pour visiter tel Exactement. endroit euh, en 2 jours. Et là, CF, le guide de voyage dont on a parlé il y a 2 secondes. Et là, ça apporte quelque chose de complémentaire parce qu'en plus, tu apportes plus de ressources. Donc là, ça a vraiment de la pertinence, je trouve. Et effectivement, à utiliser avec parcimonie. Attention, ayant été CM, Community Manager pour un office de tourisme, j'ai beaucoup vu des hébergeurs particuliers, Utiliser des cette loueurs technique. particuliers qui venaient sur les postes pour aller racoler. Et honnêtement, c'est Oui, hyper désagréable et pour le eh CM oui, et pour les personnes parce qu'en fait, ils n'ont rien demandé et tu es là et tu oui, balances ton lien. Et honnêtement, il y en a certains que j'ai censurés parce qu'ils le faisaient eh sous tous mes oui. commentaires et tous mes posts. Et du coup, en fait, à un moment donné, ça devenait du spam. Donc, attention à ça. C'est ça. Vous pouvez très vite être blacklisté en fait par ce type de pratique Ouais. parce qu'il y a des modérateurs qui vont finir par le voir Mm. et voilà. Donc, vraiment apporter une réponse utile et d'où l'intérêt de créer des contenus utiles aux voyageurs sur votre site. Mm. Et là, ce sera un lien utile. Voilà. Oui, voilà, il faut vraiment engager la discussion Mm, et on n'est pas là pour mettre au premier commentaire l'adresse de son site c'est ou ça. voilà, c'est vraiment pas le but. Le but premier, ça va être de créer la discussion, de donner des informations et s'il y a lieu, D'aider, en fait, d'apporter d'aider la des personne informations, qui a posé une d'aider, voilà, question. Ouais. exactement. Ouais, Donc ouais. c'est vrai que c'est assez chronophage et puis voilà, il faut vraiment pas rentrer dans ce vice de faire du copier-coller de son lien du site Mm, internet sur tous les forums. Ça, c'est à proscrire, comme tout tu le à dis. Tu as fait, ouais. raison de le souligner. Alors, juste pour terminer, on va quand même rappeler les 11 astuces, si tu es OK. Donc, la Mhm. première astuce, c'était de créer du contenu de qualité et optimisé pour son site web. La deuxième, c'était d'être présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, pourquoi pas TikTok, ou d'autres, hein, selon où se trouve votre cible. De créer votre fiche Google, fiche d'établissement, Google My Business, où vous allez mettre toutes vos coordonnées et aussi penser à créer des posts avec vos dernières actus, vos dernières pages, vos derniers articles de blog sur cette fiche Google. De travailler ce qu'on appelle les liens entrants, les backlinks, donc en étant présent avec des partenaires, hein, des offices de tourisme, des annuaires, des influenceurs notamment. Cinquième astuce, c'est d'optimiser la taille de vos images et essayer de ne pas dépasser 300 KO pour vos images sur votre site internet, qui du coup induit aussi, fait partie des techniques pour optimiser la vitesse de chargement du site. Et là, on est sur la 6e astuce. Ensuite, 7e astuce, créer une newsletter. Et du coup, dans cette newsletter, ça va générer du trafic vers votre site web, parce que dans la newsletter, vous allez parler par exemple des derniers articles de blog, d'un guide de voyage, etc. La 8e astuce, utiliser des mots-clés de longue traîne qui soient très spécifiques et qui ressemblent, pourquoi pas, à une question qu'un internaute peut se poser dans la barre de recherche de Google. 9e astuce, pensez toujours à optimiser votre site web pour la version mobile parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 70% de trafic, de trafic qui est fait par mobile, en fait, depuis un mobile. Donc, c'est vraiment indispensable. On parle aujourd'hui de développer un site web en mobile first, hein. Donc, pensez vraiment d'abord mobile avant de penser version bureau, version ordinateur. 10e astuce que tu nous as évoquée, c'est la création d'un guide de voyage, que ce soit sur les pages de son site web en version statique ou dans un guide PDF à télécharger qui vous permettra de collecter des adresses email et donc qui permettra d'envoyer des newsletters à ces abonnés-là. Et la 11e et dernière astuce que tu viens d'évoquer, c'est d'utiliser des forums de voyage et des communautés de voyage. Il y a des groupes Facebook, hein, souvent, sur une destination. Rien ne vous empêche aussi de commenter, comme je le disais, des posts partagés par la destination elle-même, par l'office de tourisme en général. Mais attention, avec parcimonie, en apportant vraiment une réponse utile aux personnes qui commentent. Merci pour toutes ces astuces, Fabien. Et comme je Avec l'avais grand annoncé plaisir. en intro, s'il fallait choisir parmi toutes ces astuces, quelles sont selon toi les 3 astuces les plus rapides à mettre en place, tu choisirais lesquelles? Alors, les 3 les plus rapides pour moi, ça serait en premier lieu l'optimisation des images. Mhm. Ça peut être fait assez rapidement. La fiche Google établissement, qui est Oui, aussi quelque chose de facile et de rapide à mettre en place. Et enfin, créer le contenu de qualité avec une bonne structure contenant des mots-clés qui répondent aux recherches des voyageurs.
et à écrire de manière régulière, même une fois par mois pour commencer, c'est déjà très bien. C'est quelque chose qui peut se faire assez facilement et assez rapidement. Donc ça, moi, ça serait vraiment les trois. Donc optimisation des images, fiche Google établissement et de créer du contenu. D'accord, super. Quand on dit créer du contenu, la première étape, ça peut aussi être d'optimiser le contenu existant, si ce n'est pas déjà fait. Exactement. Mm. Oui, on peut tout à fait revoir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est Et une très bonne idée, y effectivement. insérer ces fameux mots-clés de longue traîne dont on a parlé, par exemple, pour que ces pages-là ressortent un peu mieux sur les moteurs. Exactement. C'est tout à fait possible d'optimiser quelque chose qui a déjà été fait. C'est pas gravé dans le marbre et Google revient régulièrement vérifier et analyser le site. Donc, oui, c'est très bien de modifier ce qui a été fait Bon, avant, effectivement. on va dire 12e astuce bonus quand même. C'est quand même d'analyser les stats, c'est de les suivre. Et en quoi c'est Et une oui, astuce? C'est que vous allez vous générer plus de trafic en proposant toujours plus de contenu qui intéresse réellement les futurs voyageurs. et oui, c'est hyper important de ne pas oublier de suivre et d'analyser les performances de son site pour identifier les points forts et les axes d'amélioration de sa stratégie de référencement. Alors, par exemple, Google Analytics le fait très bien. Ça peut donner des infos précieuses sur le trafic de son site, les pages les plus visitées, les mots-clés qui génèrent le plus de trafic, etc. Donc, par exemple, alors là, je vais prendre l'exemple de mon site, fabianbroussou.com. J'ai deux articles que j'ai publiés, deux articles de blog, donc, que j'ai publiés depuis plus d'un an, qui sont constamment tous les mois les deux articles les plus visités de mon site, alors que je mets souvent de nouveaux articles, mais ces deux-là restent tout le temps les plus visités. Pardon. Et donc, je vais me dire, attends, ces deux articles-là, je vais essayer d'analyser le pourquoi du comment, quel thème ils abordent pour créer de nouveaux articles similaires, Dans parce la que je même vois que ça thématique. intéresse. Exactement. Donc, si vous avez des articles qui sont très bien positionnés en termes de trafic, ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur des articles similaires à créer, etc. Il ne faut pas oublier que Google, son but, c'est de nous présenter à nous, les visiteurs de Google, les sites qui sont les plus susceptibles de nous intéresser. Lui, il a que ça en tête. Donc, si vous publiez sur des thèmes qui intéressent vos visiteurs, non seulement vous aurez plus de monde qui vient sur votre site, mais en plus, Google s'en apercevra et ça vous fera monter. Donc, ça peut faire un effet boule de neige sur le long terme. Donc, Et suivre et même, analyser ces stats, c'est j'irai très même plus important. loin, c'est que plus effectivement tu as créé des contenus sur des pages différentes de ton site, que ce soit sur des blogs ou sur des pages statiques, qui traitent de la même thématique, qui répondent différemment aux besoins, mais qui traitent de la même thématique, ça peut même t'offrir la possibilité d'apparaître plusieurs fois sur la page de résultats. Tu peux très bien apparaître une fois, deux fois, trois fois sur la première page de Google. J'ai accompagné des clients qui avaient eu cette chance-là d'apparaître, mais parce que tout simplement, tu démultiplies le nombre de contenus que tu fais sur ce sujet-là, et du coup, Google estime que ça répond clairement à la requête qui a été faite par l'internaute, et du coup, n'hésite pas effectivement à promouvoir ce contenu-là. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci Fabien pour toutes ces astuces très concrètes. Écoute, merci à toi. Merci à toi, Yann, de m'avoir invité. C'était un plaisir. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Je mettrai évidemment tous les liens dans les notes de cet épisode, tout ce qu'on a évoqué, tous les outils que tu nous as gentiment mentionnés. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut entrer en contact avec toi, Fabien? On me retrouve sur Instagram et Facebook, bien évidemment. Donc, Fabien Broussou sur les réseaux sociaux. Moi, je vous conseille d'aller sur mon site. C'est le plus simple, fabianbroussou.com. Donc, on peut voir un petit peu ce que je fais, mes réalisations et ce que je raconte un petit peu aussi sur mon blog avec des actualités sur les techniques de référencement, par exemple, pour les hébergements touristiques, mais pas que. Je parle un petit peu de tout, de tourisme, de web marketing pour le tourisme. Donc, voilà, fabianbroussou.com, s'il y a que ça à retenir. D'accord. On peut me retrouver là-dessus. Eh ben, super, c'est très clair en tout cas. Eh ben, je te remercie encore et puis à très bientôt sur Instagram comme c'est là où on échange nous particulièrement. Et puis j'ai hâte de te suivre et de continuer à suivre tous tes tips parce que à titre perso, ça m'aide aussi. Donc merci pour ces conseils que tu nous livres sur ton compte Insta. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez pu
identifier les astuces concrètes que vous allez pouvoir appliquer. En tout cas, vous retrouverez comme d'habitude toutes les notes et les outils mentionnés dans l'épisode par Fabien dans la description de cet épisode sur votre plateforme d'écoute. Également, si vous voulez un peu plus de confort de lecture, n'hésitez pas à aller directement sur l'article de blog qui va avec cet épisode. Vous en avez maintenant l'habitude. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser une jolie note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix ou un commentaire, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Dans tous les cas, ça m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et bien entendu, ça m'aide à me motiver à continuer à vous livrer chaque semaine de nouveaux épisodes. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est envoyée tous les lundis, dans laquelle je vous livre des infos exclusives sur mes projets en cours, également des questions. Je lance également des appels à inviter pour mes prochains épisodes de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner et vous recevrez un cadeau de bienvenue en vous inscrivant à ma newsletter. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!